à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain dans Commentaires pour une émission qui dure désormais 45 minutes, je le rappelle. Et il est 8h42, mes amis, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin de la démocratie déstabilisée. On va commencer par les États-Unis. C'était mercredi sur le campus de l'université Utah Valley. Dans l'Utah, donc, les images du meurtre ont hélas fait le tour des réseaux sociaux. Donald Trump a aussitôt fait de Charles Kirk un martyr de la cause MAGA. La démocratie américaine peut-elle encore s'enfoncer dans la crise quand certains parlent déjà de guerre civile, Géraldine? C'est certain que ça montre une radicalisation de la vie politique, de la polarisation politique. Il y a eu les 2 tentatives d'assassinat de Donald Trump. Le camp démocrate était visé aussi. Vous vous rappelez de cet élu du Minnesota et son mari assassinés, abattus à leur domicile. Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, son domicile incendié. C'est une radicalisation nette dans une société très polarisée où on justifie de plus en plus la violence comme mode d'expression politique. C'est préoccupant parce que, alors, ça existe à l'extrême droite, avec les suprématismes, on le connaît, mais ça existe aussi et de plus en plus dans la frange gauche de la population. Moi, j'ai vu une étude assez récente qui m'avait vraiment frappée de l'université de Rutgers, une assez vaste étude. 56% des sympathisants de gauche avaient répondu que oui, finalement, si Donald Trump était tué, ce serait probablement un peu justifié. C'est curieux parce que ça émane d'une frange de C'est plus que curieux. Curieux. C'est paradoxal et finalement Européens. logique. C'est cette frange de la population qui, par ailleurs, luttait depuis des années pour avoir des safe spaces dans l'espace public, pour modifier le langage, pour qu'on n'utilise plus ces mots qui heurtaient leur sensibilité et leurs convictions politiques. Mais quand on n'a plus les mots pour s'exprimer, qu'on a brouillé la frontière entre le mot et les actes, on arrive à des expressions voilà, l'acte survient. Comment le résoudre? C'est tragique, mais cette expression violente par des actes remplace aussi un discours qui a disparu. Jean-Marie Colombani. Oui, c'est exactement cela. Il y a eu un film qui était peut-être prémonitoire l'année dernière, Civil War. Et ça montrait bien ça traduisait assez bien la dégradation de l'esprit public et sa radicalisation aux États-Unis. C'est un pays qui est quand même marqué par une longue file de victimes politiques. Ce président Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, etc. Et donc c'est hélas une tradition américaine, mais en même temps on a l'impression qu'aujourd'hui les choses se sont considérablement aggravées. Et dans la période qui nous occupe, il y a eu deux faits majeurs. D'une part, le fait que Donald Trump conteste les résultats de l'élection et considère que la première fois ce scrutin avait été volé, c'était d'ailleurs un des thèmes du malheureux influenceur qui a été assassiné. Et l'autre, c'est surtout l'épisode du 6 janvier, c'est-à-dire la prise d'assaut du Capitole qui est décrite par Trump comme tout sauf ce que c'était, c'est-à-dire une tentative de coup d'État, et avec un Trump qui a transformé en héros ceux qui avaient été mis en prison à la suite de cet événement. Donc c'est ça qui, au fond, sont les marqueurs de la vie politique américaine aujourd'hui. Avec ce qui est frappant aussi, c'est que du côté du Congrès, il n'y a pas le vent de révolte qu'il devrait y avoir, y compris chez les républicains d'ailleurs, pour mettre un terme à cette dérive qui fait que les États-Unis s'éloignent chaque jour davantage de ce qu'ils ont souvent été, ou presque toujours été, c'est-à-dire la patrie de la liberté, la patrie où on peut trouver refuge parce qu'on est privé de liberté, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Il faut aussi revenir quand même et s'arrêter sur la personnalité de la victime, parce qu'on a dit un influenceur républicain courant MAGA, c'était plus que ça, c'était un homme essentiel au dispositif de campagne de la deuxième élection de Donald Trump. Et puis aussi, il faut le dire aussi, puisqu'on parle de radicalisation du débat
politique et de toujours plus de violence. Le grand paradoxe de cela, c'est que Charlie Kirk était un amoureux du débat. Oui. S'il faisait le tour des universités, il n'empêchait pas les autres de parler. C'était l'inverse. Il y a plein de... On est d'accord, mais simplement... Attends, je termine. Et il organisait des débats face à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il ne tapait jamais en dessous de la ceinture. Alors ensuite, il avait les idées qu'il avait, qui feraient dresser les cheveux sur la tête de certains. Mais toujours est-il que c'était un exemple assez intéressant de retour du débat dans ces universités américaines où globalement, on était envahi par un certain nombre d'étudiants d'extrême gauche qui, eux, empêchaient tout débat. Il faut le dire parce que c'est un immense paradoxe de cette affaire. Oui, c'est vrai de ce personnage qui, en effet, animait le débat. Mais il faut voir aussi, quand vous dites il ne tapait jamais en dessous de la ceinture, ça dépend comment vous définissez la ceinture et où vous la mettez. Face à ces jeunes contradictoires. Non, parce que c'était quelqu'un qui était le propagandiste numéro 1 des suprémacistes, qui était antisémite et qui portait un discours antisémite. Et ça, personne ne le souligne suffisamment. Mais donc, comme si, tout d'un coup, le fait qu'il ait été à ce point proche de Trump l'exonérait de ce genre de choses, qui était ouvertement raciste. Donc, il demandait à être contredit en disant venez me prouver que j'ai tort. C'était ça sa formule, mais en même temps son discours véhiculait les pires choses. Je l'ai entendu quand même dans un débat défendre le droit d'Israël à se défendre. Alors il y a des gens qui pensent qu'Israël peut se défendre et qui sont antisémites, mais attendez, c'est très simple. Il soutenait en effet la guerre d'Israël, mais il considérait que les médias étaient aux mains des Juifs. Il considérait que tout ce qui nous arrivait de mal aujourd'hui était probablement lié à l'emprise des financiers, de la finance juive et ainsi de suite. Si vous n'appelez pas ça de l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous voyez, c'est sur le fond quelqu'un qui était indéfendable. Cela dit, ce qui lui est arrivé est absolument monstrueux et montre que les États-Unis sont vraiment gravement malades. Parce qu'il y a aussi la libre circulation des armes à feu. Vous n'avez pas entendu une seule voix trumpiste pour dire il y a trop d'armes à feu, il faut réglementer tout cela. Résultat, vous achetez un fusil, vous tirez. Je veux dire, c'est quand même tout cela, les États-Unis. Géraldine Vosner. Non, c'est aussi. Moi, je suis pas experte du tout de ces discours. Je n'ai pas entendu ce que vous dites. Je ne sais pas. Oui, je les ai pas entendus. Il faudrait que je vérifie. Mais à vérifier. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe, c'est la diabolisation en réalité. C'est qu'à partir du moment où votre adversaire politique, vous qualifiez toutes les idées qui ne sont pas les vôtres d'expression franchement extrême, fasciste, nazi, ou dans l'autre sens. On coupe toute possibilité de dialogue, puisque le mal absolu, on ne discute pas avec, on l'élimine. Et c'est ce qu'on a vu. Il fallait éliminer ce qu'il représentait pour certains dans le débat politique aux États-Unis. Je vais reprendre un exemple. L'Allemagne demande aux plateformes de supprimer les propos haineux. Moyennant quoi l'Allemagne est clouée au pilori par Donald Trump et son vice-président, au nom justement du fait qu'il faut laisser libre cours. Mais nous n'avons pas la même conception en Europe et aux États-Unis de la liberté d'expression. On demande à l'Allemagne de ne pas lutter contre la résurgence du nazisme. On est dans l'aberration totale, là, je veux dire. Il faut savoir qu'il y a des choses qui permettent le ciment de la convivialité et de la citoyenneté dans un pays, et d'autres qui portent atteinte. Et aujourd'hui, il faut reconnaître quand des propos sont gravement attentatoires à ce qu'on appelle toujours le vivre ensemble. Faites-vous un lien. Encore un sens. Faites-vous un lien. Moi, je le fais. Je commence à le faire entre les velléités de régulation de l'accès aux réseaux sociaux en Europe et en France en particulier, et la violence du débat aux États-Unis. Est-ce que pour nous prémunir et enrayer la violence politique, nous devons réguler les réseaux sociaux comme le préconise un rapport parlementaire paru hier? Moi, je pense que ce sont deux sujets distincts. Effectivement, on est tenté, et beaucoup dans la classe politique sont tentés de faire ce lien, en se disant, finalement, on a cette radicalité politique qui monte, eh bien, censurons-la. Je ne suis pas
tout à fait convaincu que ce soit une solution. Par contre, il y a un problème avec les réseaux sociaux qui est celui de cette économie de l'attention qui commence à être très très bien documentée, qui sont des réseaux sociaux qui utilisent pour vous garder sur leur plateforme et vendre des publicités, des artifices qui consistent, qui font appel à tous les instincts et les passions tristes, la violence, le sexe, les discours radicaux, qui pour vous mettre, c'est une espèce de piège cognitif qui vous fait garder sur les plateformes. La Direction générale du Trésor a produit une étude il y a quelques jours que j'ai trouvée passionnante et qui montre que ces réseaux sociaux et cette économie de l'attention coûtent déjà 0,6 points de PIB à la France par les maladies, les dépressions qu'elle occasionne, par surtout la perte de temps au travail, les pertes de productivité qui y sont liées. Et le Trésor estime que quand les jeunes générations qui sont beaucoup plus touchées arriveront elles-mêmes sur le marché du travail, ça pourrait coûter 1,3 à plus de 2 points de PIB. Donc oui, il faut se poser la question de comment on les régule, comment on lutte contre, mais faire ce lien politique me semble plutôt dangereux parce que en faisant un mauvais diagnostic, on n'arrivera pas aux bonnes solutions. Jean-Marie, ces réseaux sociaux, c'est un poison ou pas ? Oui, c'est un poison. Moi, je suis plutôt du côté de la commission parlementaire qui a rendu ses travaux parce que il y a quand même une correspondance dans le temps entre la dégradation du débat public et la part de plus en plus grande que prennent les réseaux sociaux, parce que ça a libéré les plus bas instincts, ça permet de dire tout et son contraire, et surtout, ça interdit d'argumenter. C'est ça le grand problème. C'est que sur ces réseaux, il est interdit d'argumenter, vous êtes obligé d'aller au plus vite, au plus pressé, et de vous conformer à ce que les algorithmes vous recommandent de faire. Donc c'est quand même la grande part dans la dégradation du débat public, elle est là, je pense, et je pense qu'il y a un problème urgent dont il faudrait se saisir si tant est qu'on ait un gouvernement pour s'en saisir. Merci à tous les deux. Le temps presse. On parlait des réseaux sociaux toxiques. Il y a aussi des réseaux sociaux qui font du bien avec cette vidéo qui circule depuis quelques jours. On est en juillet 2025. Le pianiste Julien Cohen et son équipe ont enchanté la place de la Contrescarpe à Paris 5e avec une chanson de Queen qui célèbre cette année ses 50 ans. Imaginez un piano sur la place de la Contrescarpe, des fenêtres qui s'ouvrent et des chanteurs qui émerveillent les Parisiens et les touristes. Mama, just killed him there. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had